Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi à l'occasion de ce webinaire organisé par Sistra en partenariat avec Newstank Mobilité sur le thème du MaaS, donc ces solutions de Mobility as a Service qui doivent permettre de proposer donc une offre véritablement multimodale, une offre de mobilité véritablement multimodale et intégrée. Ces solutions qui sont prévues dans le cadre de la LOM et qui aujourd'hui prennent un intérêt d'autant plus important à la sortie de la crise sanitaire avec le développement et l'appétence pour les outils numériques. Alors, est-ce que ces solutions MaaS vont permettre effectivement une nouvelle révolution des transports? C'est la question que nous allons nous poser donc pendant environ 1h30 cet après-midi. Pour y répondre donc autour de notre table ronde virtuelle, nous accueillons Xavier Desjardins, qui est professeur d'urbanisme à la Sorbonne, Jérôme Cravès, qui est directeur de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, Sonia Lavadino, anthropologue urbaine et prospectiviste, et Édouard Ney, responsable des nouveaux services de mobilité chez Sistra. Je vous précise que tout au long du webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit à droite de votre écran. Et donc, nous allons commencer par une première partie consacrée à la gouvernance de la mise en place de ces solutions MaaS et à la définition des objectifs qui leur seront assignés. Donc, je vais demander à Jérôme Cravets qui est en charge de la mise en place d'une démarche MaaS déjà très bien, peut-être pas encore aboutie, mais en tout cas très bien définie par Nouvelle-Aquitaine Mobilité, de nous décrire effectivement la démarche qui a conduit ce syndicat mixte à déployer une feuille de route très ambitieuse. Oui, merci Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité est en train de mettre en place un MaaS à l'échelle régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être dire un mot en effet sur la gouvernance et sur ce syndicat qui a été créé en juillet 2018 et qui se met en place opérationnellement depuis maintenant 2 ans, autour au départ d'un calculateur d'itinéraire qui s'appelle le SIM Modalis et qui avait dès sa mise en œuvre en fait un avantage, c'est qu'il référençait à la fois tous les réseaux de transport du territoire néo-aquitain, mais aussi tout ce qui concerne le covoiturage, le vélo et la marche à pied et le véhicule individuel, en affichant bien d'ailleurs les taux d'émission de CO2 en fonction des différents modes qui sont repris. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, un syndicat SRU, c'est un syndicat qui a des compétences obligatoires autour de l'information voyageur, de la billettique et de la coordination des offres de transport. Et quand on mixe, on va dire, la billettique et l'information voyageur, la notion de tarification commune, on arrive facilement à déployer des systèmes pour le MaaS. Donc, fort de cette première expérience sur le SIM, dont le résultat est positif, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y avait un seul réseau qui utilisait le SIM Modalis en plus de la marque. Aujourd'hui, nous avons 17 de nos réseaux membres qui l'utilisent en direct et ça se voit dans les chiffres d'audience du SIM. On est passé d'environ 400 000 calculs d'itinéraire au moment du lancement à cette année entre 18 et 20 millions de calculs d'itinéraire, dont à peu près un tiers relève de la marque propre Modalis et les 2 tiers des sites partenaires de nos membres. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, ça a été un M-Ticket, un ticket Modalis, donc une solution de vente sur smartphone qui a été déployée à la sortie du premier confinement il y a un peu plus d'1 an, donc en juin 2020, et qui permet là aussi de référencer les réseaux routiers régionaux, certains titres TER, et puis 12 réseaux urbains membres de Nouvelle-Aquitaine.
Et donc là aussi, en termes de nombre d'usagers touchés et de chiffre d'affaires, on n'a qu'un an de retour d'expérience, mais ça permet de montrer déjà une dynamique autour de ces tarifs. Alors pas forcément tarifs multimodaux, d'ailleurs, je le dis, hein, c'est plutôt des tarifs monomodaux qui sont assemblés sur une seule et même application. Et donc, c'est fort de ces deux développements positifs et bien sûr de la charte billettique autour de la carte Modalis que nos membres ont délibéré en fin d'année l'année dernière pour promouvoir en fait un MAS, qu'on appelle ici la mobilité intégrée, Modalis à l'échelle régionale. Alors, comment sommes-nous arrivés là, en quelques mots? En fait, on avait fait un séminaire à Bordeaux il y a à peu près un an et on avait posé la question à un certain nombre d'interlocuteurs bien informés et experts en la matière. Et ce qui était ressorti des débats, c'était qu'un MAS à l'échelle, un MAS, on va dire, n'est utile que sous deux conditions. Le premier, que le TER et le train, donc l'armature des réseaux, soient référencés. Et la deuxième, que les réseaux urbains soient également référencés dans ce MAS. Donc, en fait, la conclusion de notre séminaire était de dire il ne faut pas d'un côté un MAS régional au sens institutionnel du terme et de l'autre côté des MAS urbains, mais en fait un MAS qui regroupe à la fois les réseaux urbains et les réseaux régionaux, notamment TER, mais aussi routiers. Et donc, suite à ces préconisations, nos membres ont délibéré à l'unanimité la possibilité de faire la mobilité intégrée Modalis. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en dialogue compétitif pour lancer les briques du MAS Modalis régional. Si j'ai encore une minute, sinon je préciserai plus tard notre gouvernance. C'est vous qui me dites, Sandrine. Oui, c'était la question que j'allais vous poser, c'était de nous rappeler justement le nombre de collectivités qui sont membres actuellement de Nouvelle-Aquitaine Mobilité et effectivement en question sous-jacente, est-ce que justement ce groupe parvient à s'accorder facilement ou pas trop difficilement? Alors, oui, nous avons en fait 26 membres aujourd'hui. Donc, en gros, la région et la totalité des autorités organisatrices de la mobilité de la Nouvelle-Aquitaine, à 3 exceptions près, mais sinon de Guéret au Pays Basque et de Pau à La Rochelle en passant par Bordeaux, Limoges, etc., nous avons ces AOM urbaines. La gouvernance via un syndicat mixte est facilité, il faut le dire, puisqu'en fait, nos membres, qu'ils soient délégués ou techniciens, viennent dans nos instances pour parler exclusivement des compétences que j'ai citées et donc pour faire avancer les projets de mise en commun des briques MAS, pour le dire ainsi. Donc, la gouvernance propre à un syndicat facilite réellement l'avancée des débats et la mise en commun de ces situations. Nous avons ensuite 2 effets positifs complémentaires. Le premier, c'est que la réussite des premiers outils qu'on a mis en place montre l'intérêt client, en fait, d'avoir un regroupement sous une marque un peu chapeau qui laisse vivre les marques des réseaux néanmoins utilisateurs, puisque Modalis est utilisé en marque grise, par exemple, sur les sites Yellow ou la région vous transporte ou Idelis. Donc, il y a bien une cohabitation des marques, mais il y a bien une mutualisation possible pour les usagers sous l'égide Modalis. Et on voit aujourd'hui des usagers qui connaissent et qui entrent via Modalis, je le disais tout à l'heure, 30% des calculateurs, des calculs itinéraires sont faits sur Modalis, et au sein de ces 30%, on en a de nouveau un tiers qui émane d'ailleurs de l'extérieur de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça veut bien dire que prioritairement l'Île-de-France et l'Occitanie passent par ces marques-là qui permettent de donner une nouvelle image au réseau membre. Donc ça, c'est bien compris d'un point de vue usager et client. Il y a un deuxième effet positif que nous avons démontré dans nos groupes de travail, c'est l'aspect positif sur les finances publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SIM Modalis coûte environ 10 fois moins cher que si chaque réseau créait son SIM. Et on peut en dire quasiment de même sur le ticket Modalis. Et alors, sur les outils billettiques et les outils de masse, ces ratios-là vont être conservés, puisqu'en fait, ce sont des développements qui coûtent beaucoup d'argent, notamment sur des briques communes, le compte unique, les plateformes, tout ça, si vous êtes seul ou si vous êtes à 10, il faut bien les développer. Et donc, il y a un effet très positif sur les finances publiques. Néanmoins, nous organisons des groupes de travail techniques avec nos membres
Et donc, c'est une animation collective. Juste pour donner un exemple de la façon dont nous fonctionnons, avant de sortir les programmes fonctionnels de notre dialogue compétitif, dans les, je vais dire, les 2 mois qui ont précédé le dialogue compétitif, nous avons animé avec les collègues, et c'est surtout d'ailleurs les collègues à qui je dois rendre hommage, qui ont animé ces groupes de travail, quasiment un atelier toutes les semaines ou au pire tous les 15 jours, avec la totalité de nos membres et la mise en commun des spécificités dont nos membres ont besoin pour garantir un parcours client ou une satisfaction de leurs opérateurs, de leurs exploitants par rapport aux outils que nous allons développer. Et donc, il y a vraiment une mise en commun technique qui est ensuite partagée au niveau de notre comité syndical avec les élus. Merci beaucoup pour ce premier paysage, Jérôme. Et on voit effectivement que avant même la mise en place opérationnelle de véritables outils totalement intégrés à l'échelle régionale, vous avez déjà enregistré des premiers résultats qui sont très satisfaisants. Et comme vous le disiez aussi, du point de vue de l'utilisation de l'argent public, on est quand même dans une démarche qui est tout à fait vertueuse. Alors, Édouard Ney, vous allez nous donner peut-être un tour d'horizon plus large, effectivement, des différentes formes de coopération et des différents modes de mise en place opérationnelle avec des acteurs divers et variés de ces outils masse, puisque là, on a vu l'exemple de Nouvelle-Aquitaine Mobilité et du syndicat mixte, mais ce n'est pas évidemment la seule façon de faire du masse. Bonjour Sandrine. Non, donc déjà effectivement si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années dans le monde du mass en Europe, mais aussi à l'international, donc on voit une réelle effervescence de projets et d'expérimentation mass à travers le monde, et tous les acteurs de la mobilité au sens large finalement se sont sentis concernés sur le sujet. On observe donc la même dynamique en France, hein, que ce soit à l'échelle régionale comme on l'a vu avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité ou à l'échelle de métropole. Aujourd'hui, le MAS, il repose concrètement sur 2 principes fondamentaux et qui vont être importants pour la partie gouvernance. Le premier, c'est un service qui doit être centré sur l'usager et sur les usages, j'ai envie de dire, sachant qu'aujourd'hui, le 21e siècle, c'est un peu l'avènement de l'individualisation des comportements. Donc le MAS est vraiment un outil qui doit permettre de servir ce domaine-là. Et le second point, c'est d'apporter une approche systémique de la mobilité. On ne peut plus penser les modes de transport en silo, mais il faut rendre les modes de transport complémentaires les uns avec les autres et s'assurer que finalement ils puissent s'accoupler les uns aux autres de façon performante. On peut penser au parking relais ou station vélo. Et, euh, et donc, on s'appuie sur ces piliers et trop souvent, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que la vitrine finalement d'une solution ou d'un projet masse, c'est l'application pour smartphone, alors que derrière, il y a des enjeux, il y a des problématiques de mobilité. Et ce que nous avons essayé de faire avec Ouzbek et Rika dans le cahier masse, c'est de croiser justement les disciplines pour définir ce que le masse peut réellement apporter à nos territoires ou à nos pratiques de comportement, de mobilité, sans se limiter. Vous faites allusion au cahier que vous venez d'éditer donc avec Ouzbek Erika et qui reprend une série d'expériences et qui fait intervenir aussi une série d'experts sur les questions du MAS. Oui, exactement, et qui montre finalement la diversité des cas d'usage et des projets de masse qu'on peut catégoriser globalement. Pourquoi il y a une diversité de projets ou d'expérimentations sur le masse? Tout d'abord parce qu'il y a une diversité de territoires. On a parlé des enjeux urbains, des enjeux régionaux, et également, il ne faut pas oublier le monde rural et périurbain, là où au final, il n'existe pas ou peu de services de transport en commun. Il y a également une diversité d'usages, que ce soit avec un recours plus fréquent au télétravail, avec des déplacements finalement qui sont en étoile et qui se concentrent autour de bassins de vie un peu plus recentrés, et avec un retour en force des modes individuels depuis le Covid. Donc tout ça pour dire que
cette diversité de territoires, finalement, chaque projet MAS doit définir la finalité et l'objectif qu'il souhaite atteindre. Et c'est un des premiers éléments quand on souhaite lancer une démarche MAS, c'est bien de définir l'objectif qu'on souhaite lui apporter. Souvent, l'un des enjeux, finalement, c'est d'assurer un report modal, que ce soit vers des modes durables ou vers les transports en commun. Et finalement, on oublie que le MAS seul n'est pas une solution miracle, mais que plutôt, mais qui s'inscrit dans une gouvernance globale et qu'il est un outil qui doit être mis en œuvre parmi d'autres actions. Il y a tout un sujet autour de l'information des voyageurs, la qualité de l'information voyageurs et des données. D'ailleurs, Jérôme Kravetz pourra nous en dire, l'évoquer, parce que c'est un sujet important côté Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Il y a toute la question de l'organisation de l'espace public. Il y a toute la question de fournir une approche qui soit inclusive. Et le dernier point, c'est réussir à proposer une tarification qui soit intégrée et pensée dans son ensemble de façon multimodale, en intégrant également la partie trafic routière. Et donc, pour conclure, vous m'aviez posé la question des modes de gouvernance. Donc, il n'existe pas un mode de gouvernance qui s'applique partout. Par contre, il existe 3 conditions de réussite pour un projet MAS. La première, c'est vraiment de cadrer quelle est la finalité de notre projet MAS, du projet MAS que vous voulez mettre en place sur votre territoire. Qu'est-ce que vous voulez en faire et quel est son objectif? Le deuxième, et Jérôme l'a très bien indiqué, c'est de co-construire le projet avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les opérateurs de transport, les fournisseurs de services de mobilité, mais aussi avec les usagers. Il ne faut pas les oublier et les intégrer dès le début du projet, parce qu'au final, ce service, on le déploie pour les usagers. Et le dernier point, c'est de bien cadrer la démarche en se disant, et cadrer les indicateurs, comment je vais mesurer que mon projet atteint les objectifs que je me suis fixés. Et finalement, définir le bon mode de gouvernance, c'est de faire preuve un peu d'intelligence contextuelle et organisationnelle pour trouver la meilleure solution qui puisse s'appliquer à mon territoire et à mes enjeux du territoire. Oui, cette intelligence du territoire, elle passe donc de prime abord par la définition de la bonne échelle territoriale. Et cette échelle territoriale, c'est ce fameux bassin de vie, bassin d'emploi. Et là, je vais m'adresser à Xavier Desjardins, puisque en fait, on en parle tout le temps de ce bassin de vie, mais qu'est-ce que c'est et en quoi l'urbaniste peut-il nous aider à réfléchir sur ces définitions et sur leur évolution aussi, puisque je pense qu'on n'a pas les mêmes bassins de vie aujourd'hui que ceux qu'ils étaient il y a 20 ans et qui seront encore différents dans 20 ans. Oui, merci beaucoup. Je reviens juste un petit peu en amont avec ce que disait Edouard Nay sur le MAS et la diversité des usages. C'est vrai que dans le cahier d'Ouzbek-Erika, c'est assez surprenant de voir en fait cette ouverture. Et en fait, on voit bien, pour moi, je l'interprète comme ça, le développement de la notion de MAS, elle est un peu à la confluence de 3 changements. Un qui est assez ancien, c'est le changement, en gros, du passage de transport à mobilité. C'est ne plus penser offre de transport, mais l'usager et ses pratiques. Et ça fait une 30aine d'années, en gros, qu'on parle de politique de mobilité. Le deuxième changement, c'est un changement technologique, c'est la numérisation, avec l'idée que la numérisation permet plus facilement l'échange d'informations et donc je dirais le passage d'un mode à l'autre. Alors, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, d'ailleurs, c'est que ça peut le faciliter, mais c'est pas toujours évident, et c'est pas évident que ce soit l'obstacle informationnel ou même biétique qui soit le principal obstacle à l'intermodalité, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui la rendent complexe. Et puis, le troisième élément qui explique l'intérêt pour tout ça, c'est quand même un intérêt sur les modèles économiques, parce qu'on se dit, avec les nouveaux agrégатeurs d'information, on se dit où va aller la valeur ajoutée du transport entre ceux qui font une offre de déplacement et ceux qui sont offreurs d'informations. Et donc là, il y a un enjeu économique évident qui explique l'intérêt très, très fort que l'on peut avoir autour de tout ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière, en fait, le numérique et le modèle économique rendent aujourd'hui plus nécessaire qu'autrefois la mise en œuvre de solutions qu'on avait anticipées depuis longtemps. Parce que quand même, c'est le syndicat mixte SRU, c'est 2000. C'est il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on disait aux collectivités locales, faites des syndicats mixtes pour
harmoniser les tarifs, proposer des billets uniques, etc., etc. Et des complexités de gouvernance très complexes, que nous ont bien été dit par Jérôme Cravette. Et d'une certaine manière, on voit bien comment c'est aujourd'hui un outil technique qui permet de surmonter des difficultés de gouvernance qui auraient pu être surmontées autrement d'ailleurs, mais c'est l'opportunité qui est saisie pour les transformer. Alors effectivement, vous parlez de bassins de vie, mais d'une certaine manière, on peut dire que l'automobile, elle se fiche des bassins de vie. Quand vous prenez votre voiture, vous allez d'un réseau à un autre sans aucune difficulté, et qu'en fait, la question du MaaS, c'est simplement, c'est rendre, je dirais, le parcours non automobile aussi pratique que le parcours automobile, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à changer 3 fois de ticket parce qu'on va de Libourne à Bordeaux en prenant le tram à Bordeaux, et d'avoir un ticket différent à Libourne, un ticket différent pour le TER et un ticket différent pour le transport urbain à Bordeaux, alors que celui qui le fait en voiture, il monte dans sa voiture et puis il descend à l'arrivée, puis tout se passe bien. Alors aujourd'hui, il a un support unique pour 3 tickets différents, si j'ai bien compris. Donc c'est évidemment plus simple. Oui, évidemment, c'est plus simple, mais je reviens quand même sur la notion de bassin de vie alors, en gros, parce que la première question à se poser, si on veut préparer un projet MaaS, c'est qui est-ce qu'on va mettre autour de la table. Et pour justement identifier ces acteurs, voilà, c'est quoi le bassin de vie, et est-ce que la définition, elle va varier aussi d'un territoire à l'autre selon le type d'activité, justement le type d'emploi, et finalement le tissu à la fois industriel et puis le tissu des transports eux-mêmes, la manière dont sont organisées les fonctions urbaines sur ce territoire donné. Oui, tout à fait. Le périmètre, ça c'est une vieille question, et puis là c'est le géographe, pour moi vous me mettez à l'aise avec ce type de question. Évidemment, c'est une question lancinante et évidemment essentielle. Est-ce qu'il y a un bon périmètre pour le MaaS, le parcours client de l'usager d'un autre mode que l'automobile? Évidemment, on peut dire il y a des bassins de proximité, on sait bien, l'INSEE donne des indications aujourd'hui, aires urbaines, etc., qui vous dessinent en gros le périmètre de la majeure partie des navettes domicile-travail. Et ça, l'appareil statistique, il est extrêmement bien développé pour vous donner à voir, en fait, sur une ville. Il est assez facile de dessiner quel est le périmètre, d'où viennent à peu près peut-être 95% des actifs, et que ça vous dessine un rayon qui fait une dizaine de kilomètres autour d'une ville moyenne, une trentaine de kilomètres autour d'une grande ville, etc. Et puis un peu plus encore à Paris. Donc ça, voilà, le périmètre des navettes, il est relativement bien connu, mais d'une certaine manière, l'évolution contemporaine rend de plus en plus difficile en fait l'établissement de ces limites. Et en fait, le bon périmètre, ça va être celui je dirais, où les acteurs sont capables de mettre une solution. Je dirais, c'est peut-être pas le périmètre consistant, mais le périmètre opérant qui va être le bon. Pourquoi ? Parce que effectivement, voilà, les frontières des espaces urbains, voilà, sont dilatées avec le périurbain, des franges rurales, etc. Puis il y a un élément qui se développe de plus en plus, c'est évidemment, mais vous le savez, je vais dire banalité, mais le ville à ville. Chaque jour, il y a, selon l'INSEE, avant la crise du Covid, 2,5 millions d'actifs qui travaillent dans une aire urbaine et habitent dans une autre. Donc là, c'est pas du périurbain, c'est Libourne-Bordeaux, c'est Angoulême-Bordeaux, etc. Donc ça, c'est 2,5 millions d'actifs. Donc c'est compliqué. Et puis parfois, c'est 2 régions différentes, Rouen-Paris, par exemple. Voilà. Et donc, on a cet élément-là. Et puis, le troisième élément, si on veut encore complexifier l'affaire, et à mon avis, rendre compte que la question du périmètre pertinent, on n'y arrivera pas, c'est qu'on fait comme si les gens habitaient dans un lieu. Mais en fait, il y a à peu près 10% des gens qui habitent, qui n'ont pas, je ne parle pas des résidences secondaires, mais qui ont une résidence seconde. Un enfant qui a un papa, une maman, qui fait une semaine ou le week-end, etc. Un amoureux non cohabitant, qui va 3 jours par semaine chez son amoureux, son amoureuse, etc. Et celui qui a plusieurs résidences. C'est 10% des gens. Et donc, ça vous met, en fait, si vous voulez, quand on prend les statistiques d'INSEE, on arrive à faire des rayons, etc. Quand on regarde, on sait que ça dépasse, il n'y a pas d'aire urbaine, on ne peut pas dire un bassin d'emploi, c'est ceci, cela. Si vous faites le périmètre, par exemple, si le bassin pertinent, c'est le périmètre des actifs franciliens, c'est France entière. Le pass Navigo, c'est France entière. Et donc, on voit bien que c'est compliqué. Et après,
Et donc, d'une certaine manière, j'aurais le pragmatisme du premier intervenant, c'est d'essayer je dirais, de bricoler avec, dans des périmètres administratifs, je dirais, de trouver au moins des périmètres opérants d'une certaine manière avec des gens qui ont envie de se mettre d'accord sur un phénomène, parce qu'on n'arrivera, à mon avis, jamais je dirais, à résoudre cette difficulté qui consiste à dire, si on veut que chaque Français puisse aller tous les matins de son domicile à son travail en utilisant un seul, je dirais, système billettique et tarifaire, il faudrait qu'il y ait un tarif unique France entière. Ce qui n'est pas possible. Oui, en tout cas, difficile à réaliser à court terme. En effet. Ce qui existe aux Pays-Bas. Ce qui existe aux Pays-Bas, mais c'est un pays beaucoup plus petit. Oui, bien sûr. Cette définition aussi, cette meilleure connaissance des besoins et des attentes des usagers, on l'a dit, c'est un des déterminants de la réussite des offres masse. Et donc, on va voir avec vous, Sonia Lavadino, comment ces usagers dont nous faisons tous partie se positionnent. Est-ce que d'une certaine manière, est-ce que les opérateurs de transport et les collectivités sont à même de décider ce qui est bon pour eux, et comment faire pour les convaincre et pour leur donner envie d'utiliser ces outils et de réaliser aussi l'un des enjeux des masses, c'est-à-dire le fameux report modal, et d'attirer davantage d'automobilistes vers des solutions alternatives à la voiture individuelle. À vous de parler, Sonia, on ne vous entend pas. Oui, voilà, j'avais des problèmes à activer le micro. Voilà, merci. Tout à fait. Je pense que l'une des premières questions, avant même de parler de report de mode, c'est déjà de parler de report de motifs, de report de temporalité, de report sur les raisons d'être là et les raisons de faire le déplacement. Faire en sorte qu'on comprenne on a plus de temps pour le faire, que ce n'est pas forcément à l'heure qu'on est en train de le faire qu'on serait obligé de le faire, qu'on peut combiner certains motifs, qu'on peut faire en sorte de pouvoir finalement optimiser sa mobilité de beaucoup de manières différentes qui ne sont pas uniquement des manières liées au choix du mode de transport, et que le mode de transport, ce choix, découle finalement de toute une série d'autres choix, et notamment le choix de à quel moment on fait ce déplacement, combien de temps on se donne pour le faire, et quels sont les motifs qu'on va imbriquer dans ce déplacement. Et donc déjà, commencer par là, ça me semblerait, si vous voulez, la vraie multimodalité, elle est finalement multimotif, multitemporalité, multipublic. Ça paraît important qu'on élargisse un peu le champ en termes de la demande pour pas uniquement réfléchir au mode. Et donc, typiquement, je devrais aussi pouvoir trouver des informations sur ces questions-là intégrées dans le MAS. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on se focalise beaucoup trop sur cette question uniquement modale et pas forcément sur finalement toutes les motivations qui sous-tendent l'acte de mobilité. Donc déjà, je pense qu'on ne répond pas vraiment à la demande. Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est le point de ce qu'on appelle les algorithmes prédictifs, c'est-à-dire d'être capable de saisir qu'est-ce que je voudrais faire demain, quelle est la météo, si j'ose dire, en termes de multimodalité pour demain, au sens de demain. Peut-être que dans mes comportements précédents de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, ou tous mes comportements précédents concernant, que sais-je, en l'occurrence la semaine de fin septembre, je pourrais dégager des régularités ou des tendances qui pourraient me permettre de prédire à l'avance, ou en tout cas de suggérer à l'avance qu'en fonction justement de ce qui se passera la semaine prochaine, je serais peut-être tentée de faire du vélo, ou je serais tentée d'aller à pied avec mes enfants, ou je serais tentée de prendre le train parce que c'est une bonne semaine ou un bon jour ou une bonne heure pour cela. Et donc ça, je pense que là-dessus, on n'est pas encore assez bon, c'est-à-dire qu'on a beau avoir plein de big data dans tous les sens, on n'arrive pas encore à être assez prédictif sur le contexte de la personne et sur son vécu et sur la façon dont elle-même, tous les lundis ou tous les mardis ou tous les mercredis, a des comportements différents qui seraient bons d'exploiter. Et qui serait bon d'exploiter de façon différenciée si on sait que c'est un jour où elle va faire du tennis avec
un de ses amis, ou un jour où elle va se balader avec ses enfants, ou un jour où elle va faire ses courses en périphérie. Toutes ces choses-là, on n'en tient pas assez compte, de mon point de vue, de façon assez différenciée et assez, comment dire ça, opérationnelle dans le MAS. Je pense que c'est encore un des éléments qui dans le futur, dans les prochaines années, sera sans doute mieux maîtrisé. Et je rejoins ce qui a été dit par mes collègues précédents, c'est-à-dire que si il faut que ce soit simple. Je pense que si on a trop d'informations, ça tue l'information, ça doit être simple et intuitif. Le prochain pas doit toujours être. Alors, je crois que Sonia Lavadino a eu un problème de connexion, mais pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire et sur cette nécessité de simplicité, je pense que ça touche aussi une autre question qui est celle du traitement des données et notamment du traitement des données personnelles, parce que si on fait le parallèle entre ce que nous propose de grands fournisseurs de musique numérique et puis ce que pourraient fournir les collectivités sur l'offre de déplacement, il y a quand même une frontière entre justement l'analyse des comportements et des consommations de chacun qu'on peut faire dans un univers commercial et qu'on n'est peut-être pas tout à fait, qu'on n'a pas vocation à faire dans le domaine du transport et notamment, encore une fois, en lien avec des collectivités locales. Peut-être que Jérôme Cravels, vous pouvez nous répondre sur ce point, vous réagir? Oui, je pense que le sujet de la data est évidemment très important sur le MAS. Et d'ailleurs, pour faire le lien entre les outils et finalement les usages, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a eu finalement un peu partout une forme de prise de retard sur les outils. Et donc, quand on parle de MAS, c'est vrai qu'on entre souvent par les outils, et les collègues l'ont dit, on parle de numérisation, on parle d'application, etc. En fait, dans le projet Modalis de MAS, l'application, le smartphone n'est qu'un des sous-éléments du tout. Et que, en gros, les autres éléments, déjà en termes de distribution et de contact avec l'usager, le client, peu importe le terme finalement qu'on reprend, il va passer aussi par des agences de mobilité, il va passer aussi par des distributeurs de titres, et il va aussi passer par la volonté de rendre le réseau, les offres de mobilité visibles depuis des territoires qui ne le sont pas aujourd'hui. Et notamment, je pense par exemple aux offices de tourisme, aux zones d'emploi qui pourraient avoir hébergé un spot de vente ou d'information. Et on fera de plus en plus le lien entre l'information et la vente pour faciliter et aller vers un parcours client le plus spécifique possible. La difficulté qui est la nôtre, c'est de construire des parcours clients qui permettent de répondre à tout le monde et en même temps qui s'adressent qu'à vous ou qu'à nous en tant qu'individus. Et pour ça, la data est extrêmement importante. Alors, il y a des géants privés qui savent parfaitement gérer ça, faire des algorithmes. Il faut, je pense, qu'en termes de puissance publique, qu'on sache où commence notre boulot et où il s'arrête. Alors, il y a évidemment le respect de tout ce qui est RGPD, et là-dessus, la puissance publique doit être la garante absolue de toutes ces règles de gestion, et notamment quand on parle de combinatoire tarifaire. Je veux dire, quand on dit qu'on va vendre demain à l'échelle de la région du TER, du réseau urbain X et du réseau urbain Y, il faut s'assurer que tout ce qui est données clients est bien protégé entre les différents opérateurs et que tout ça est bien hermétique. Donc ça, c'est un premier point. J'ai envie de dire, c'est tellement la base que presque, en tant que puissance publique, il faut le dire et le rabâcher, le rappeler et le mettre dans notre roadmap, mais il faut montrer que la data a un autre enjeu. Et l'autre enjeu, c'est ce que disait Sonia tout à l'heure, c'est le prédictif en fait. C'est le prédictif et le fait de nous aider à construire nos offres de transport. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans les briques de masse, on avait bien sûr tout ce qu'allait être distribution et information. Nous avons surtout, peut-être finalement, même si ce n'est pas ça qui est le plus visible dans nos travaux, un observatoire des données. C'est-à-dire que toutes les données d'information théorique, temps réel et demain d'usage, billettique et même masse, vont être stockées dans notre observatoire qui va être construit dans les 6 mois qui viennent et qui permettront de faire des requêtes d'usage.
Et dans ces requêtes d'usage, nous pourrons commencer petit à petit à construire du prédictif. Alors, ça pose une autre question aussi, qui est la remontée des usagers en direct, qui est toujours une question cruciale et sensible vis-à-vis des fois des opérateurs ou des exploitants, parce que quel type d'information est remontée? On sait en général qu'on a plutôt tendance à râler qu'à être positif, et donc il faut pouvoir assurer la qualité, au sens premier du terme, des données qui nous remontent, c'est-à-dire leur qualification évidemment numérique, mais leur qualification en termes de véracité, c'est-à-dire quel degré d'utilité on peut faire de ce type de données-là et pour mettre personne en difficulté ni faire de la prédiction qui n'en est pas, quoi. Donc, c'est vrai que la donnée pour nous, elle est extrêmement importante et on a une forme de sécurisation de tout ça à promouvoir en tant que puissance publique et c'est là où est vraiment notre rôle. Ça nous permet ensuite de la donner et de la diffuser sur un certain nombre de vecteurs, de la mettre potentiellement en open data pour certaines d'entre elles. Il peut y avoir du coup des stratégies de licence à réfléchir là-dessus et à voir quel usage on peut mettre derrière. Mais c'est effectivement extrêmement important et ça entraîne quelque chose qui est là aussi positif, c'est finalement un cercle vertueux vis-à-vis de la chaîne d'information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une audience qui est suffisante, ça montre immédiatement le déficit de qualité de l'information qu'on donne. Et cette qualité qu'on donne, c'est pas forcément nous qui produisons la donnée. Et donc, ça montre que les systèmes, les opérateurs et ceux ensuite qui diffusent cette information, en l'occurrence là nous devons assurer une garantie de la qualité tout au long de la mise en qualité de ces données, qu'elles soient d'ailleurs transport, qu'elles soient cartographiques, qu'elles soient POI, urbanisme, on a tout ça qui vient là-dedans et c'est là où on se rend compte d'ailleurs que le MAS, il va rentrer en percussion, pas négative, mais avec les notions de Smart City. Où est-ce que commence le MAS, où est-ce que commence la Smart City et qui est le mieux placé pour faire ce type de choses. Donc oui, la donnée, la prédiction et la notion de garantie via la puissance publique sont intimement liées et doivent faire l'objet d'une réflexion. On parle beaucoup d'outils parce que sans outils, on ne peut rien faire. Mais en fait, les outils doivent être au service d'une vision et d'un aménagement du territoire et d'un relais vis-à-vis des usagers. Merci pour ces explications, Jérôme. Édouard, est-ce que vous voulez réagir à cette attention portée justement à la qualité des données et à leur traitement et peut-être aussi à leur identification pour justement réaliser des outils MAS efficaces? Il y a deux sujets. Donc, il y a effectivement la question de la sécurisation des données. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, en tout cas au niveau national et au niveau France, c'est qu'il y a des groupes de travail qui se montent entre le GART, le CEREMA et la Fabrique des mobilités pour définir des standards et pour définir le bon niveau de sécurité et d'ouverture des données. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur le fait d'avoir des données qui puissent être prédictives, chez Sistra, finalement, un de nos métiers, c'est de modéliser la demande et l'offre de transport. Et c'est vrai que historiquement, on construisait ces analyses à partir des données et des enquêtes origine-destination. Progressivement, on utilise maintenant des données un peu plus… on complète plutôt nos données avec des données type FCD, téléphonie mobile, et on croit vraiment que le MAS sera presque la prochaine étape pour collecter une donnée d'usage qui soit la plus fine et la plus complète possible et qui permettra encore d'aller plus loin dans la connaissance des usages, des déplacements qu'on ne peut plus réduire au déplacement domicile-travail. Voilà, comme l'a très bien dit d'ailleurs Sonia tout à l'heure. Sonia, je vais vous redonner la parole justement au sujet de la perception du prédictif. Est-ce que l'usager cible, il est vraiment prêt à accepter et à suivre ces conseils de déplacement chaque matin? Est-ce qu'il va attraper son téléphone pour se dire aujourd'hui je vais prendre le tramway, demain je vais prendre le vélo, après-demain je vais prendre une voiture en autopartage? Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Je pense que la façon dont ça fonctionne, c'est plutôt comme les ambiances dans Spotify, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il pleut et c'est dimanche. Et soit vous cherchez de la musique un par un, de façon manuelle, comme vous faites d'habitude, à partir de vos goûts, soit vous vous dites
Quelle musique serait la bonne pour dimanche, un jour de pluie? Quelle musique serait la bonne pour un dîner romantique? Quelle musique serait la bonne pour et c'est ça la question en fait. C'est que les catégories du prédictif soient tellement bien contextualisées et tellement bien personnalisées que ça devienne intéressant pour vous d'écouter le mix conçu pour Sonia Lavadino plutôt que d'écouter un mix quelconque qu'il faut encore soi-même composer. Je veux dire, on n'a pas forcément le temps de composer tout ça. On n'a pas forcément le temps de chercher si c'est vraiment ce tramway qui est devant nous ou si c'est le tramway qui passe 2 arrêts plus loin qui serait le plus pratique pour là où on veut aller. Ce genre de conseils-là, c'est comment dire, le travail de mixage, ce travail de DJ, c'est justement, mais je ne dis pas, hein, il y a des gens qui aiment bien avoir eux le contrôle sur ce travail-là et le faire eux-mêmes, et c'est tant mieux. Et puis, il y a un travail qui, finalement, part de vos propres préférences et qui va mixer tout ça et qui va vous donner des solutions qui sont, je dirais, au mieux par rapport à la situation du moment, quoi. Mais j'entends qu'on a déjà tellement de décisions à faire sur le moment que j'insiste là-dessus pour une raison simple, c'est que la multimodalité, par définition, ce n'est pas une routine. Ça, il faut bien comprendre. Ce n'est pas une routine. On n'est pas des habitués d'un mode de transport. Parce que si on l'était, on ne serait pas multimodaux. On serait monomodaux. On serait uniquement automobiliste, on serait uniquement usager des transports publics, on serait uniquement cycliste. Et le principe même qui consiste à dire que les gens vont changer de mode, par définition, implique qu'il y aura une certaine incertitude. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va faire beau, demain, il va faire moche. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, demain, j'en ai pas. Aujourd'hui, je vais jouer au tennis, du coup, il faut que je m'habille pour le tennis. Et demain, ben, je vais peut-être juste faire du boulot et rien d'autre et rentrer direct à la maison. Donc, tout ça implique que les situations étant constamment changeantes, mais quand même de semi-routinière, ben, il faut juste aider les gens de ce point de vue-là. C'est pas non plus qu'aujourd'hui vous allez écouter du Pavarotti, puis demain vous allez écouter du Nirvana, quoi. Mais peut-être que oui, on n'en sait rien. J'entends par là que ce qui est important, c'est pas d'imposer, mais c'est plutôt de donner aux gens assez d'éléments pour qu'ils puissent jongler eux-mêmes et qu'ils puissent eux-mêmes trouver je dirais, le bon degré de personnalisation, le bon degré de contextualisation et le bon degré de changement. Ce qui est important, en fait, à bien comprendre dans tout ça, c'est que c'est vraiment du management du changement et du management des habitudes. Et donc, pour le coup, c'est vraiment plutôt des micro-habitudes qu'il faut créer et des boucles habitudinales, comme on appelle ça, excusez-moi du terme barbare. Mais donc, c'est cette idée de dire qu'on aurait un répertoire on va dire, peut-être de 10, de 15 boucles combinatoires qu'il serait bon de pouvoir déployer selon justement dans quel type de contexte on se trouve. Et c'est plutôt donner aux gens une bonne maîtrise de ces 10 ou 15 répertoires d'habitudes à mettre en place et que ces habitudes, elles, soient bien multimodales au sens qu'elles donnent beaucoup de flexibilité pour que les gens puissent combiner d'une façon un peu différente de ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Et l'autre aspect sur lequel je voudrais beaucoup rebondir, c'est qu'on ne fera rien sans vraiment avoir une attitude qui consiste à être, comment dire ça, que j'appelle la mobilité constellaire, c'est-à-dire le fait de bien comprendre que ces décisions, ce n'est pas un individu qui les prend, mais c'est une personne qui est entourée d'autres personnes. Et ces personnes sont des membres de sa famille, ça peut être ses enfants, ça peut être sa femme, ça peut être son mari, ça peut être des personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément directement des personnes du cercle familial ou amical ou professionnel direct. Hein. J'entends par là que, par exemple, vous avez un rendez-vous chez votre physio toutes les semaines, tous les jeudis à 14h, par exemple. Et un jour, ce physio, il part en vacances, ou bien un jour, ce physio, il est en retard, ou bien un jour, il vous dit bah, « aujourd'hui, je peux vous prendre à 11h plutôt qu'à 2 ». Ben, tout d'un coup, cette mobilité-là, qui est donc instaurée, si vous voulez, elle est demandée par quelqu'un d'autre que vous. Et j'attire votre attention là-dessus parce que là-dessus, la voiture, elle est imbattable. Elle répond toujours oui parce qu'elle est vraiment, comment dire ça, couteau suisse de la mobilité pour ce genre de gestion de ce qu'on appelle une demande conjointe, c'est-à-dire que ce n'est pas une demande uniquement, et ça, je trouve que le MAS est encore très mauvais dans le fait d'intégrer le fait que la mobilité ne se décide pas individuellement. La mobilité, c'est toujours le produit d'un certain nombre de désirs et de contraintes qui sont gérés par nous, mais aussi par tous les autres gens qui, de près ou de loin, influencent nos journées, influencent les choix qu'on fait en termes de mobilité.
Alors, pardon. Comment dire, ce qui influence aussi nos choix, c'est peut-être aussi le fait que nos villes modernes, elles ont été largement organisées pour la mobilité en voiture. Il est souvent beaucoup plus pratique d'utiliser sa voiture que tout autre moyen de déplacement, et c'est de toute façon, ou bien c'est perçu comme plus pratique. Ça, c'est peut-être aussi une nuance. Xavier Desjardins, l'évolution, est-ce que c'est la ville qui doit changer aussi pour aider la mobilité à se modifier? Oui, merci. Effectivement, j'ai trouvé très, très intéressant ce que disait Sonia Laviadino sur les combinatoires et ouvrir en fait le champ des possibles en disant le MAS pourrait s'adapter, etc. Ça c'est évidemment une opportunité qui serait très intéressante. Mais ce champ des possibles, il est évidemment aussi très inégal selon des situations personnelles. Vous êtes aveugle, vous avez des difficultés à marcher, vous avez mal au dos. Donc ça, on a individuellement, et puis aussi l'autre question, c'est évidemment territorialement qu'il y a je dirais en gros, plus on habite dans le centre des villes, plus on a, je dirais, une gamme de possibles élargie. Et d'une certaine manière, le masque, il pourrait aider à détecter, je dirais, il pourrait aider à répondre à votre question. C'est-à-dire, quelle est la part de dans ceux qui utilisent l'automobile pour aller vite, il y a une partie des gens qui, de toute façon, n'utiliseront pas les transports collectifs, la marche à pied, le vélo, parce que des raisons physiques, des raisons de temps, des raisons de programme d'activité, des raisons de contraintes, etc., font que c'est pas possible, sauf à changer totalement le temps passé au déplacement, sauf à changer totalement le programme d'activité, sauf à changer tout un tas de choses, ce qui est possible par ailleurs. Mais si on imagine qu'ils gardent le même programme d'activité. Par contre, pour d'autres, ça l'est pas. Et d'une certaine manière, le masque, c'est plutôt, je dirais, sur cette partie de population qui peut éventuellement être le plus utile si on souhaite qu'elle change de pratique. Parce que bien évidemment, vous pouvez avoir toute l'information que vous voulez, hein, vous pouvez avoir le meilleur smartphone du monde, s'il n'y a pas de bus qui passe devant chez vous, vous ne le prendrez pas. Enfin, et ça, c'est commun d'un certain nombre de gens quand même. Et puis si le vélo c'est 35 km, vous ne le prendrez pas non plus, parce que c'est trop long. Et donc effectivement, ça ne retire absolument pas. Je dirais le MAS, en fait, c'est un facilitateur d'échange de l'information entre, je dirais, les usagers, les offreurs de services et les collectivités pour faire en sorte qu'on lève ce verrou de l'information. Pour ceux qui sont susceptibles pour qui sont pas illettrés au sens, etc., qui savent utiliser ces outils, parce qu'il y a quand même une grande partie des populations pour lesquelles, à mon avis, ça ne répond pas à leurs attentes ou à leurs besoins. Donc ça lève ces freins, évidemment, mais ça ne retire rien à toute la lourdeur du monde qui fait que il faut des infrastructures, il faut que l'organisation du territoire rende l'usage d'infrastructures autres que la route et l'automobile pertinentes, et ça ne retire rien à toute cette question, évidemment, qui est absolument centrale. Et oui, nos villes ont été reconfigurées pour la voiture, donc ça va être très, très, très long d'apprendre à se déplacer autrement, sauf à revoir nos programmes d'activité. Ce qui est aussi une possibilité, ce qu'on a expérimenté pendant le Covid. On prend moins la voiture, mais on a changé de pratique. C'est aussi une autre question. En effet, je crois aussi que l'observation des besoins de mobilité, et je vais redonner là-dessus la parole à Jérôme Kravetz. Vous parliez de l'observatoire qui est mis en place en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi un moyen de mieux identifier des besoins de mobilité qui sont en pleine évolution aujourd'hui et parfois sur lesquels on avait, malgré tous les outils à disposition, pas forcément bien repéré des demandes qui apparaissent différemment. Oui, alors l'observatoire permettra d'étayer tout ça. Je dirais qu'il y a quand même des endroits où on a quand même déjà une petite idée de ce qui manque ou de ce qu'il faudrait compléter. On n'a pas attendu d'avoir l'observatoire pour faire une étude qu'on a appelée étude multimodale et qui est aux confins de la coordination des offres de transport entre celles de l'interurbain régional et celles des urbains, étant entendu en des postulats de départ que chacun fait son maximum et plutôt bien le développement de son offre sur ses réseaux respectifs. Néanmoins, cette étude, elle a montré une chose, c'est que le phénomène périurbain aujourd'hui en France
et pas ou mal couvert, pour des raisons institutionnelles historiques, sans vouloir rentrer dans ce débat-là, mais c'est une réalité liée aussi à la croissance démographique très rapide qu'il y a pu y avoir sur certains territoires. Et donc aujourd'hui, le périurbain, en France en particulier, est plutôt mal desservi, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qui lui permettrait de faire ce que disait Sonia tout à l'heure ou Xavier, c'est-à-dire en fait de ne pas se poser de questions et d'avoir quelque part quelqu'un qui vous dit si tu veux aller là, ben tu n'as pas besoin de faire ton mix, on te le donne pour toi, mais tu as une alternative à la voiture. Aujourd'hui, on n'en est pas là. L'observatoire permettra en effet de donner des éléments peut-être plus consolidés par rapport à ça, mais il y a aujourd'hui déjà des techniques qui doivent accompagner en parallèle le développement du MaaS pour se dire où doit-on développer de l'offre de transport et surtout comment, avec une problématique qui n'est pas neutre, c'est celle du financement. Voilà. Il y a ça derrière quand on développe de l'offre. Souvent, une des équations qu'on met sur la table, c'est le coût de cette offre. Et c'est là où, par contre, le MaaS et les observatoires et la LOM par là-dessus peuvent donner des perspectives pour réellement faire donner à la notion de mobilité tout son sens. C'est-à-dire que c'est pas forcément une offre de transport au sens presque, j'ai envie de dire, historique du terme, mode lourd, car, bus, etc. Il y a aujourd'hui des solutions nouvelles, y compris qui touchent d'ailleurs à des offres solidaires ou autres, qui peuvent faire sens. Je me souviens, moi, dans d'autres contextes, je ne veux pas déformer les propos de Sonia, mais de cette notion de ce qui se fait dans d'autres pays avec une rythmique, où vous savez dans telle commune quel type d'offre et quel rabattement vous avez. Ça pose la question des hubs de mobilité. Et en fait, c'est ça le prochain travail. C'est-à-dire que, et c'est celui que nous, on commence à lancer côté Nouvelle-Aquitaine Mobilité, c'est de se dire, d'un côté, on aura des systèmes qui permettront d'intégrer les différentes informations voyageurs, les différents tarifs, et d'essayer d'avoir un parcours client simple. Bon, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce qu'on y arrivera? On vous tiendra au courant, évidemment, et vous pourrez tester nos outils. En parallèle de ça, il y a cette coordination des offres qui structure des territoires autour de hubs de mobilité et de hubs de rencontres sur des territoires, en fait, de rencontres au sens commerce, plusieurs services publics. Et en fait, cette structuration du territoire doit permettre derrière de dire, moi, je suis dans tel type de strate, et ce n'est pas une classification au sens négatif, mais vraiment de se dire, je sais à quoi j'ai potentiellement droit de telle heure à telle heure, le samedi, le dimanche, parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'en semaine, et donc je peux me projeter plus facilement. Donc, ce n'est pas seulement des outils, c'est aussi une matérialisation concrète et visible de tout ça, parce que comme Xavier le disait, on n'a pas tous la capacité de voir tout de suite ou de comprendre ces offres de transport. Elles sont souvent incompréhensible, hein, enfin, je veux dire, je me mets dedans, et il suffit de se voir, nous, sur des réseaux qu'on ne connaît pas, eh ben, on est souvent avec la même tête qu'une poule qui découvre une cuillère. Hein. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'on a un effort collectif à faire pour matérialiser ça, et le matérialiser en monde rural comme en monde urbain, et dans l'urbain, de faire en sorte de se dire que l'offre de transport, elle doit être urbanisée, c'est-à-dire que un car, un bus, c'est peut-être pas joli. N'empêche que si on veut que les gens le prennent, il faut bien qu'il soit là et qu'il soit visible et compréhensible. Donc là, il y a un peu, on parlait tout à l'heure de l'urbain qui doit se re-questionner par rapport à la place de la voiture. J'ai envie de dire qu'il y a l'urbain qui doit se re-questionner de toute façon par rapport à la place des modes collectifs et de leur visibilité et donc de leur attractivité. Merci beaucoup, Jérôme. J'en profite pour vous faire remonter une question qui est posée par Olivier Varro. Le MaaS Modalis est-il une première à cette échelle en France, voire dans le monde? Alors, je connais pas assez le monde pour être sûr qu'on serait les premiers. Et à l'échelle de la France, je dirais que oui et non. C'est-à-dire que d'abord, il y a Île-de-France qui part évidemment avec une situation bien particulière, mais il y a d'autres régions en France qui ont des syndicats SRU ou qui s'organisent au niveau régional pour lancer ce type de démarche. Donc, d'une certaine façon, non. D'une autre façon, oui, parce que, et je ne pense pas me tromper en disant qu'on est les premiers à avoir assumé d'entrée de jeu le fait que c'était un MaaS régional regroupant et les urbains et le TER. Et que du coup, en ça, nous sommes spécifiques
et c'est l'histoire récente de la structure et son modèle hein, qui permet ça aussi. Mais je pense que de ce point de vue-là, nous sommes une première en France, avec autant de réseaux qui, d'ores et déjà, s'inscrivent dans cette démarche et le font de manière naturelle et complètement pacifiée. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de nos débats, bien sûr, mais on a déjà travaillé sur des use cases, on a déjà dit des déplacements particuliers, voir si ça les couvrait, si c'était une plus-value, etc., etc. On n'est pas au bout, mais oui, je pense que de ce point de vue-là, on est les premiers, et aussi avec cette philosophie rattachée aux data, à avoir un lot spécifique d'intégrateurs en lien avec à la fois les référentiels de données et les spécifications techniques. Donc, je dirais qu'on n'est pas les premiers d'un certain point de vue, parce que ce serait un peu honteux de dire qu'il n'y a que nous, parce que ce ne serait pas vrai, mais avec cette philosophie-là et cette adhésion collective, et ça on le doit à nos membres, hein, très clairement, je pense que oui, à date d'aujourd'hui, on doit être, si ce n'est les premiers, pas loin devant. Édouard, vous pouvez peut-être nous donner justement aussi un éclairage par rapport à cette situation? Et pour compléter aussi, il y a le MAS qui est en cours de déploiement côté norvégien qui s'appelle Entour et qui a la même dynamique que celle de Nouvelle-Aquitaine Mobilité en 3 étapes. Hein. Tout d'abord, ça a été vraiment de consolider l'offre de transport en termes de qualité de données et s'assurer que l'ensemble des autorités, des collectivités disposaient d'une offre de qualité. Ensuite, le second point qui est de la mettre à disposition des usagers, donc l'équivalent c'est le SIM Modalis, et qui va vers l'étape d'après, qui est vraiment l'intégration de la billettique, justement pour permettre de payer son trajet de façon simplifiée, donc avec cette même. Donc après, c'est à l'échelle d'un pays, mais qui en termes, en tout cas, je pense, d'habitants, se rapproche plus d'une région que d'un pays. On a aussi l'exemple des Pays-Bas qui était mentionné tout à l'heure, je pense, par Xavier Desjardins. Il y a aussi une autre dimension qu'on n'a pas vraiment évoquée, puisqu'on a opposé masse à autosolisme, mais la philosophie générale voudrait que tous les types de mobilité soient intégrés et qu'on ait accès à des calculs d'itinéraire qui nous donnent l'intégralité des possibilités. Oui, de toute façon, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de raison d'écarter un mode de transport par rapport à un autre. L'idée, c'est vraiment de rassembler toutes les offres de services qui sont possibles. Je vois qu'il y a une question sur le VTC et le taxi. Bien évidemment, il faut intégrer le taxi, le VTC, comme la marche, comme le vélo et comme le covoiturage, comme l'autopartage. Après, c'est quelle feuille de route opérationnelle je me donne de façon pragmatique, justement pour avancer dans mon service pas à pas et de proposer les services au fur et à mesure en fonction des usages, en fonction du territoire. Et c'est là qu'on retrouve l'intelligence contextuelle et organisationnelle, de se définir une feuille de route en se disant quels sont les services que je vais cibler en premier, là où peut-être aussi il y a des standards d'échange qui existent et c'est plus simple potentiellement d'intégrer le transport en commun que le covoiturage. Il y a aussi des travaux en cours avec la Fabrique de la mobilité sur le sujet. Donc c'est de se définir, se dire voilà, aujourd'hui j'ai ce panel d'offres de mobilité qui existe. Il faut surtout pas se dire qu'il y en a un qui va en concurrence avec les autres. L'idée c'est pas de bannir la voiture. La voiture particulière, elle va rester, elle va continuer à exister, mais d'intégrer l'ensemble des services de mobilité et de fournir le choix et le meilleur choix aux usagers en fonction effectivement de son humeur du moment ou de la musique qu'il a envie d'écouter, pour refaire le lien avec Spotify. Mais voilà. Et je vois qu'il y a une autre question justement qui évoque l'utilisation d'incitatifs pour aider, accompagner les usagers à là encore laisser leur voiture au garage, d'incitation financière, de gamification. Ce sont des pistes qui commencent à se développer, hein, y compris en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Sonia Lavadino? Est-ce que c'est par des petites gratifications justement de ce genre qu'on peut faire évoluer les habitudes et les comportements?
Je pense que bon, au-delà de la gamification, qui peut en effet donner du sens, notamment chez certaines catégories de la population, moi, il me semble que ce qui me paraît important, c'est un changement de perspective. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la tentative de résoudre des pain points. On essaye de partir des contraintes des gens et d'alléger ces contraintes. Et il me semble que ce serait plus intéressant de rentrer dans une logique, en effet, de pleasure point, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui vraiment intéresse les gens. Je prends l'exemple, par exemple, de ce qu'on a introduit en Suisse avec les abonnements de ski qu'on a donc intégrés dans les passes globaux et où l'objectif a été de dire que si vous vouliez partir de Zurich ou de Lausanne ou de Bâle ou que sais-je, vous pouviez aller vraiment dans une logique de mobilité intégrée jusque vraiment dans les pistes de ski. Et donc notamment ce qu'on a permis, c'était vraiment le plaisir finalement d'aller skier sans trop se prendre la tête, de savoir comment on va faire, comment on va gérer les parkings et tout ça, et de dire plutôt allez-y en transport public et on va vous assurer jusqu'au ski, donc ski au pied, quoi, parce que c'est compris dans l'abonnement et y compris jusqu'à l'abonnement de ski et les abonnements qui permettent de monter dans les téléphériques, dans les télésièges et qui permettent de passer, si vous voulez, le ski pass, il est carrément intégré, hein, et donc ça c'est le style de choses qu'on essaie de faire, qu'on fait aussi par exemple avec les entrées pour les musées ou autres, c'est qu'on essaye vraiment de faire en sorte que, je dirais, la vraie raison pour laquelle les gens se déplacent, c'est ça qu'ils ont surtout besoin de pouvoir intégrer dans la mobilité. Donc, l'idée, c'est pas de travailler la mobilité per se, mais c'est de toujours relier cette mobilité au motif, finalement, à la motivation globale. Je voudrais revenir sur le point qui vient d'être souligné par mon prédécesseur qui a pris la parole, qui est la question de comment on fait pour intégrer la voiture particulière. Ça, c'est aujourd'hui, en Suisse, c'est la chose sur laquelle on travaille le plus, avec notamment notre abonnement Green Pass, qui est un abonnement qui essaye d'intégrer directement la voiture particulière et le vélo particulier aux abonnements de mobilité. Et ça, c'est un élément nouveau qu'on a commencé à prétester comment vous dire ça, on a en fait un certain nombre d'études et je vous conseille aussi de faire ça comme ça. On a eu comme partenariat l'école polytechnique fédérale de Zurich qui a mené pendant 2 ans des abonnements cobayes, si on peut dire, avec des centaines de personnes qui ont été suivies très très près pour voir qu'est-ce qu'elles faisaient comme combinatoire avec ces voitures et ces vélos qui étaient donc les vôtres, qui sont donnés comme un leasing à vie, si vous voulez, si on veut, mais qui est donc compris dans l'abonnement et qui fait partie de l'abonnement au sens que tout ce qui est serviciel autour de ce vélo ou de cette voiture et tout ce qui est stationnement, c'est aussi compris dans cet abonnement. Mais bien entendu, vous pouvez emmener la voiture à la maison, c'est la vôtre. Hein, mais par exemple, tout ce qui concerne la maintenance, tout ce qui concerne l'essence, tout ce qui concerne tout ça, c'est géré. C'est inclus, si vous voulez, il y a une couche servicielle qui est incluse dans ce service-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça enlève la dichotomie qu'on a toujours connue jusqu'à maintenant, qui consiste à toujours dire on va faire un couteau suisse de toutes les mobilités alternatives à la voiture, mais la voiture, on va la laisser dans son coin. Là, on essaie d'aller plus loin que ça et on essaie vraiment de commencer à intégrer ce qu'on appelle les modes particuliers à stationnement, c'est-à-dire vélo et voiture particulière, et on essaye de les intégrer dans le système global de mobilité. Ça, je pense que ce sera le prochain pas. Je dis ça dans le sens que c'est déjà une approche de multimodalité mature, hein, mais qui pour moi résout beaucoup de questions, qui sont la question de se dire, si j'ai fait un pré-investissement dans le fait d'avoir une voiture et que ce système reste déconnecté du reste du système, on est toujours en train de quelque part de me poser la question de savoir est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est tout le reste? Est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est tout le reste? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Il faut vraiment intégrer ces modes particuliers à l'écosystème global des mobilités. Oui, ce que vous venez de dire me fait penser immédiatement à la gestion des mobilités à l'échelle des territoires qu'on voit de plus en plus se développer aussi avec la mise en place des zones à faible émission en France. Et c'est aussi une autre manière, une autre relation à la ville qui se met en place à travers ça. Là-dessus, je pense que Xavier Desjardins, vous avez sans doute des commentaires à nous livrer. Oui, merci. Parce que c'est vrai que c'est tout à fait intéressant l'exemple que développe la Sonia, parce qu'elle met l'accent sur, il me semble, elle nous dira si je me trompe, l'accent sur
sur une dimension suivante, c'est que, je dirais, est-ce que le MAS est utilisé, je dirais, comme un élément favorisant l'usage du transport collectif, etc., qui est plutôt vu comme un élément voilà, facilitateur de l'usage de réseaux existants, voire etc., ou est-ce que c'est mis, je dirais, comme un outil véritablement multimodal dans lequel on introduit la voiture, et donc ça veut dire que la construction des paramètres du MAS n'a pas du tout, je dirais, la même teneur politique, parce que vous faites, ça donne, je dirais, c'est par l'intermédiaire de sa construction qu'on donne, je dirais, qu'on définit implicitement les bons usages, les bons moments, les bonnes raisons et les bonnes façons d'utiliser ces modes de transport. Donc, ça en fait un outil véritable. Je dirais, son élargissement lui donne une dimension politique tout à fait importante. Et ça, je pense que c'est peut-être un élément sur lequel on pourrait discuter. C'est-à-dire, en fait, en gros, qui paramètre sur Spotify, c'est un marchand de musique, de streaming, qui paramètre le MAS? Et donc ça, je pense que c'est une question qui est très, très vive, surtout qu'on l'a bien vu, je dirais, l'attention que portent beaucoup de nos concitoyens au paramétrage des applications, surtout celles qui régulent l'accès dans certains lieux. Il me semble que c'est pas un chemin toujours très, très simple. Il y a de la révolte de temps en temps. Oui, et c'est toute la question de accès aux mobilités versus contrôle des mobilités. Tout à fait. Pour des raisons qui peuvent être tout à fait bien justifiées et cohérentes, hein, d'environnement, de protection de l'espace public et patati et patata. C'est parce que bien évidemment, il y a une régulation politique, mais il ne faut pas se le cacher. Le paramétrage d'un MAS, c'est un ensemble de décisions politiques implicites et qu'il faudrait peut-être expliciter un peu plus, parfois. Là-dessus, Édouard, sur l'implicite et l'explicite, et puis sur effectivement peut-être la différence les différents niveaux d'objectifs assignés au MAS, quelles sont vos remarques? Mais deux exemples pour illustrer, hein, c'est quand vous utilisez l'application Uber, typiquement, ils ont intégré les transports en commun, mais peu importe globalement le parcours que vous voulez faire, les transports en commun se retrouvent quasiment toujours en bas. Et en premier, effectivement, ils essayent de vendre le service Uber. Et le deuxième élément aussi, c'est pour encore une fois intégrer la voiture et montrer la juste place qu'elle doit prendre. C'est quand on fait effectivement une recherche d'itinéraire, on intègre rarement le temps de recherche de stationnement dans le temps de parcours. Donc tout ça, ce sont des éléments, on va dire, qui peuvent être paramétrés par le MAS, entre guillemets, ou par l'outil MAS, et qui vont finalement donner une information qui peut être différente en fonction du paramétrage à l'utilisateur. Et c'est pour ça que c'est vraiment important et intéressant que ces paramètres puissent être expliquer à l'usager pour qu'il comprenne ce qu'il y a derrière et que l'objectif soit assumé de la part de l'opérateur du MAS. Et c'est là où finalement se pose la question, est-ce qu'un MAS doit être opéré par un acteur privé, un acteur public? Ouais, ça me semble important en tout cas que les puissances publiques puissent justement contrôler le paramétrage ou en tout cas le réguler ou l'encadrer pour s'assurer que les choix qui sont proposés répondent aux enjeux des collectivités et que ce soit de favoriser les modes actifs, que ce soit de promouvoir le covoiturage, etc. Mais c'est vraiment cette question du paramétrage, elle est importante parce que c'est ce que voit au final l'utilisateur et ça change la perception des différents modes et des choix qui lui sont offerts. Et en complément, on peut aussi se poser la question du mode d'évaluation de ces politiques, enfin de ces outils qui sont encore une fois au service de politiques publiques puissantes de déplacement. Quel mode d'évaluation et quelle gouvernance dans l'évaluation? Qui est-ce qu'on va associer? Est-ce que c'est une évaluation qui va être faite par les collectivités locales, par les opérateurs publics ou privés? Comment est-ce qu'on va y associer les usagers ou les citoyens?
Alors, sur la partie effectivement indicateur et évaluation d'un projet masse, il y a différents niveaux à mesurer. Tout d'abord, le premier, c'est sur le service proposé. C'est quelle est la couverture en termes de fonctionnelle des services proposés et la couverture des offres de mobilité. Donc, ça, on rejoint de ce qu'on se disait tout à l'heure en se disant qu'il faut intégrer l'ensemble des services de mobilité, sauf que ça prend du temps, ça prend de l'argent et c'est quelque chose qui est fait progressivement et qui peut être un des indicateurs à suivre, la couverture globalement des services de mobilité. Un deuxième point, un deuxième indicateur peut être celui des usages de l'application. Est-ce que l'application est utilisée régulièrement? Est-ce qu'au final, il y a de plus en plus d'abonnés et est-ce que ces abonnés l'utilisent fréquemment? Parce que c'est bien d'avoir 10 000 abonnés, mais si chaque abonné l'utilise une fois, puis ensuite se désabonne et n'utilise plus le service, au final, l'application masse ne sert pas à grand-chose. Il y a ensuite des indicateurs qui peuvent être plus sur la co-construction de la démarche, se dire est-ce que j'ai bien rassemblé toutes les parties prenantes, est-ce que j'ai bien intégré les usagers aux différents moments clés de mon projet, hein, que ce soit par des enquêtes, que ce soit potentiellement par des clubs d'utilisateurs, est-ce que j'ai bien eu ce retour du terrain des usagers, que me disent les usagers et à quelle fréquence finalement je les ai associés. Donc ça me semble excessivement important. Et enfin, le dernier point, et qui est peut-être, il y en a encore deux, désolé, il y a un point qui est la cohérence de la démarche masse par rapport à l'objectif global. Est-ce que l'objectif qu'essaye d'atteindre le masse se retrouve dans les autres actions que la collectivité essaye de mettre en place, que ce soit sur le stationnement, que ce soit sur la tarification? Est-ce qu'on s'inscrit dans une démarche globale et pas auto-centré sur l'outil pour essayer de prendre un peu de recul? Et si je prends encore un peu de recul, c'est quel est l'impact du masse finalement sur le choix des usagers et sur le report modal des usagers? Et là, c'est beaucoup plus compliqué de l'évaluer parce que il faut réussir à extraire la partie qui a été on va dire engendré par le masse, et on sait que le choix qui pousse les usagers à changer de mode de transport ne peut pas se réduire à l'utilisation d'une application masse. Donc c'est là où c'est beaucoup plus compliqué de retrouver quel est au final le pourcentage de changement qui est induit par cet outil, mais ça permet aussi de sonder si on va dans la bonne direction. C'est une démarche avec laquelle vous êtes d'accord, Jérôme Kravets, quels sont de votre côté justement les modes d'évaluation que vous avez peut-être pas commencé à mettre en œuvre, mais en tout cas envisagé? Je pense qu'Edouard a plutôt bien résumé. Il y a plusieurs critères. Je pense qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Et en effet, l'appréciation qu'au font les usagers, pour qui on construit ces outils est un premier niveau important. Si on a des mauvaises notes, entre guillemets, et si les utilisateurs ne restent pas sur nos outils, quelque part, ça veut dire que les outils répondent pas à leurs besoins. Et c'est quand même pour eux aussi qu'on les fait pour opérer le report modal. Si les outils conviennent pas, on n'opérera rien du tout. Après, il y a en effet d'autres critères qui sont plus liés à justement pourquoi ces outils-là, ou en tout cas ces demandes-là, sont développées par les puissances publiques et les collectivités. Derrière le MAS, on l'a dit, il y a l'enjeu des data, et déjà là, si on arrive à qualifier les data, à les utiliser, à faire des observatoires, on aura quelque part déjà gagné une partie. Parce qu'aujourd'hui, ou en tout cas si je prends il y a 3 ans, il a fallu, et c'est peut-être juste un élément de contexte dans l'évaluation des politiques publiques, il a fallu 1 an complet pour que les données d'information voyageurs soient mises en qualité en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, l'Union européenne nous sollicite dans des programmes comme Data for Pity pour dire, si on regarde en France, c'est en moyenne en Nouvelle-Aquitaine que les données transport sont les plus qualifiées. Ça, c'est déjà une première bonne évaluation. Ça veut dire que le simple fait de mutualiser et de donner une démarche consolidée permet d'avoir, encore une fois, en moyenne, une amélioration de la qualité des données et donc de l'information voyageur et donc de toutes les analyses qu'on pourra faire derrière. Donc, sur le pan de la donnée, il y a encore des travaux à faire, mais on peut dire que c'est un élément de contexte. L'autre, c'est sur le MAS, c'est finalement aussi la répartition de l'espace public. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est extrêmement contraint. Et donc, ça veut dire que si on arrive à améliorer ou à apaiser
cette répartition de l'espace public. Et donc, ça fait écho avec ce qu'ont dit les collègues sur les aménagements, la place qu'on doit réserver aux piétons, au vélo, à la voiture, à l'urbanisme tout court. Eh bien, là aussi, quelque part, on aura gagné. Alors, comment on l'évalue ? Je vais peut-être pas me prononcer là tout de suite, mais ça se verra par petits pas. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de voiries qui sont mal utilisées parce que des opérateurs dévient un certain nombre de véhicules dans ce qui est des lotissements ou ce type de choses. Peut-être que le jour où on aura mieux dimensionné ces voiries, ou en tout cas qu'on aura mieux réparti les espaces, peut-être qu'on n'aura plus ce phénomène là et ou qu'on l'aura résorbé et que ça permettra de mieux évaluer ça. On n'en est pas honnêtement, nous, à imaginer tous les critères qu'il faudrait avoir pour dire qu'on a gagné. Je pense que c'est une politique des petits pas. On a montré sur la donnée déjà quelque chose. Si on arrive à couvrir le territoire avec une offre de transport assez claire, assez connue, qui permet de dire qu'on peut faire du domicile-travail, du domicile-études, mais aussi du loisir, de l'impulsif, comme le disait Sonia, au dernier moment, je décide d'eux. Là aussi, ça permettra de dire on a réussi à faire ce type de choses. Mais le chemin est encore quand même un petit peu long. Il y aura aussi une dernière chose quand même qui n'est pas accessoire, même si on n'y pense pas tout de suite, c'est comment on a un impact ou pas sur les émissions de CO2, parce qu'il y a ça quand même derrière aussi. Et donc là aussi, des agences comme l'ATMO ou des choses comme ça peuvent nous aider à voir si on y arrive, même si le transport est un sous-ensemble d'un tout. Ça participe quand même aussi à ce type de choses. Merci beaucoup. Oui, donc on se rend compte que le chemin du MAS est encore long. Nous, de notre côté, on se rapproche quand même de la fin de notre webinaire. J'ai le temps de redonner quand même la parole à Xavier Desjardins et Sonia Lavatino, justement sur cet aspect de finalement le MAS, ce serait quoi un outil pour améliorer la ville. Vous commencez, Xavier ? Oui. En fait, je rebondis sur ce que viennent de dire Édouard et Jérôme. C'est qu'effectivement, vous posiez la question de l'évaluation et ça pose la question des objectifs qui sont quand même assez divers, quoi. Donc, qui peuvent être du point de vue d'un opérateur, du point de vue d'une offre de transport, du point de vue d'une amélioration globale de la ville, etc., même si l'opérateur y contribue. Mais je dirais l'objectif est quand même assez divers, donc bien le clarifier. Je voudrais juste redire un élément, ça me semble important, je vais dire un truc hyper banal, mais les données, ça aide à prédire, ça aide pas vraiment à prévoir. On peut savoir que quand il pleut le dimanche, on préfère écouter tout ça, c'est vrai, ça Spotify nous le fait, mais ou qu'on préfère faire du vélo les jours où il fait beau, tout ça, mais avec ce qu'on a, enfin, je dirais, avec ce qu'on a connu sur le Covid ou quoi, ça vous montre bien que on peut avoir le maximum de données qu'on fait. Netflix n'avait pas prévu que les gens regarderaient beaucoup de films à 14h parce qu'ils étaient coincés chez eux. Et un mois à l'avance, ça, ils ne le savaient pas. Et pour la mobilité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que, je dirais, c'est dans l'usage des données. C'est que les données sont absolument formidables. Et évidemment, c'est enthousiasmant parce que ça va aider, je dirais, à concevoir de manière beaucoup plus intelligente des politiques publiques, de l'offre, etc., parce qu'on va mieux connaître les comportements, etc. Donc, c'est évidemment une opportunité absolument intéressante. Et évidemment, on comprend bien tout l'intérêt qu'on y porte. Mais d'un autre côté, il y a parfois l'illusion que ces connaissances complémentaires, d'une certaine manière, peuvent nous dédouaner de faire des choix, des choix collectifs. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire, et voilà, certes, ça prédit, ça aide beaucoup à prédire, mais je dirais, d'une certaine manière, ça n'éclaircit pas l'avenir. et je pense que c'est heureux que ça ne l'éclaircisse pas, parce que ça veut dire que l'avenir est plein de surprises, que les gens peuvent changer de valeur, de comportement, de tout ce qu'on veut, et parce qu'une partie de cet avenir, en fait, est issue de choix qui ne sont pas encore faits ou qui sont faits par d'autres qu'on ne connaît pas, etc. Donc, je pense que c'est ça aussi qui rend aussi la question de l'évaluation du MAS extrêmement complexe. Au-delà des objectifs qu'on fixe, c'est qu'on voit bien que donner plus de données, ça aide à mieux construire la décision, mais ça l'aide à mieux la construire, mais ça, je dirais, ça rend toujours aussi difficile l'exercice de décision. Merci beaucoup. Oui,
cette contradiction, en quelque sorte, elle nous porte vers l'adhésion de la communauté des citoyens à un projet peut-être plus grand que le MAS, plus grand que la mobilité. Sonia Lavadino, c'est quoi? C'est une meilleure façon de vivre, et aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, les moyens de préserver notre planète, de préserver la qualité de l'air, de préserver aussi tout simplement notre qualité de vie quotidienne. Oui, je crois qu'au-delà de préserver, c'est même vraiment la question de base. Et cette question, elle est finalement essentiellement temporelle. On a tendance à voir le MAS comme une question de choix de mode de transport ou d'aménagement, d'infrastructure. Et in fine, à la fin, c'est essentiellement un choix qui revient à la valorisation de notre temps. Et j'insiste là-dessus parce que sur les 168 heures que nous avons par semaine, sur les heures que nous avons dans l'année, finalement autour de 3000 heures, hein, si on résume un peu largement, les 20 heures par semaine, 15-20 heures qu'on passe en mobilité, qui au total vont faire environ 7 ans de notre vie, hein, sont disproportionnellement beaucoup plus importantes pour juger de la qualité de la ville dans laquelle on vit et de la ville dans laquelle on est. Quand on décide, par exemple, si cette ville, c'est la ville, aujourd'hui j'y étudie, est-ce que je décide que je vais y habiter, que je vais m'y installer, que je vais y fonder ma boîte, que je vais décider de me marier ici, d'avoir des enfants ici. Toutes ces décisions qui sont des décisions de cycle de vie et qui sont des décisions d'une certaine façon qui correspondent vraiment à l'investissement qu'on fait dans sa propre ville, hein, dans cette citoyenneté-là. Et aussi pour le coup dans l'environnement. Vous avez raison de relier ça aux questions de climat, parce que ces questions sont évidemment interconnectées, c'est-à-dire que si je fais des choix qui sont des choix tous les jours d'une mobilité qui soit à la fois meilleure pour moi en termes relationnels avec moi-même, avec mon corps, avec mon esprit, meilleure pour moi en termes relationnels avec les autres, dans le sens que je prends plus le temps pour me déplacer avec mes enfants, je prends plus le temps pour me déplacer avec mes amis, je prends plus le temps pour me déplacer avec ma femme, mon mari, et que je prends plus ce temps en faisant des choses qui sont bonnes pour ma santé, qui sont bonnes pour le climat, ben c'est évidemment différent que de prendre ce temps tout seul, stressé dans des bouchons ou autre, hein. Donc notamment par rapport à la question de est-ce qu'on passe du temps seul ou est-ce qu'on passe du temps ensemble, et la question de savoir les 15-20 heures de mobilité qu'on a par semaine, est-ce qu'on choisit d'en faire un temps de qualité ou est-ce qu'on choisit d'en faire un temps qui restera toujours soumis au paradigme du toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus stressé? Ça, c'est des questions qu'il faut effectivement résoudre et qui reviennent à des choix de société. J'adhère totalement à ce que vient d'être dit et au fait que ça ne nous libère pas du choix, si je peux dire. Le choix est toujours quelque chose à faire et pour moi, c'est vraiment lié à l'idée que mettons beaucoup d'efforts dans le fait de créer une ville à vivre et une ville vraiment relationnelle et créer une ville dans laquelle on peut se réapproprier notre temps plein. Et c'est surtout ça que le MAS doit aussi aider à faire, c'est-à-dire qu'il doit nous aider à reprendre le dessus sur une mobilité qui est aujourd'hui quand même essentiellement pour beaucoup subie ou bricolée. Et je ne dis pas forcément qu'on arrivera une fois à complètement sortir de ce bricolage, parce que c'est l'essence même de nos vies d'humains, mais c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que ce bricolage soit un bricolage heureux et qui se passe bien et qu'on ait tous les meilleurs morceaux de choix possibles à notre disposition et que ce soit facile d'assembler ces choix et de faire des bricolages heureux tous les jours. Et le but, de mon point de vue, serait qu'à la fin, les 15 heures ou les 20 heures que nous passons par semaine dans nos mobilités nous donnent plutôt envie de continuer à habiter là où on habite et de s'installer là où on est et faire en sorte vraiment qu'on puisse faire par ces choix de dynamique de proximité des choix qui sont à la fois plus sobres en énergie, en CO2, mais aussi des choix qui sont meilleurs pour nous, meilleurs pour notre santé, meilleurs pour notre temps libre et qui nous laissent aussi du temps pour que la mobilité qu'on fasse soit vraiment la mobilité réellement choisie et pas uniquement des mobilités subies. Donc ça, ce serait
mon message final, si je peux dire, c'est simplement d'essayer d'élargir le champ des choix de telle sorte que ça puisse vraiment être des vrais moments de beauté, en fait, dans la mobilité. Et que, quel que soit le mode de transport, on puisse plutôt essayer d'avoir ces beaux moments. Et c'est en tout cas mon expérience en Suisse, elle va plutôt dans ce sens. Que je sois en carte postale, que je sois à vélo, que je sois à pied ou que je sois en voiture, c'est toujours plutôt un bon moment, la mobilité. Et de passer de l'un à l'autre n'est jamais un coût, n'est jamais un sacrifice ou un effort, mais c'est plutôt des moments de plaisir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, même au quotidien, que ça ne doit pas juste être un truc réservé au loisir ou au dimanche, mais que tous les jours doivent être un petit peu comme le dimanche de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour ce qui sera notre conclusion. Merci donc à nos intervenants pour cette heure et demie consacrée aux mobilités et qui s'achève maintenant. Simplement, je tiens à rappeler que le lien vers le cahier Sistra Ouzbek Erika est disponible dans le fil des questions. Il est aussi disponible en téléchargement sur le site internet Sistra, n'est-ce pas Edouard? Et pour ceux, bien sûr, qui souhaitent poursuivre ces réflexions, ces échanges, vous avez rendez-vous, si vous vous rendez à Toulouse aux Rencontres nationales du transport public la semaine prochaine, sur le stand 8C où seront présentes les équipes de Sistra. Et voilà aussi, vous avez le lien vers le cahier Sistra qui s'affiche en pop-up sur votre écran. Donc, vous pouvez le télécharger ici. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une excellente journée. Merci.